Alors, bienvenue dans cette huitième vidéo pour le cours de marketing et c'est la dernière vidéo. Donc, nous allons voir la suite du chapitre 4, le marketing opérationnel. D'abord, nous allons aborder les trois derniers points. D'abord, la politique de prix, de communication et de distribution parce que nous avions déjà fait la politique de produit dans la vidéo numéro 7 que je vous invite à aller regarder à nouveau. Donc, pour la politique de prix, disposant d'un produit qui a fait l'objet d'une action au niveau de la gamme, la marque, la qualité et le packaging. Alors, l'entreprise suppose la question de la fixation d'un prix. Voilà. Il s'agit d'une action présentant un poids considérable car elle agit et il s'agit de concilier la satisfaction du client avec la rentabilité de l'entreprise. Autrement dit, quel prix fixé permettant de satisfaire un client qui exige la meilleure qualité pour le prix le plus bas et en même temps assurer les bénéfices satisfaisants pour assurer le maintien et le développement de l'entreprise. En termes économiques, le prix, c'est l'intersection des courbes de l'offre et de la demande. Alors, d'un point de vue gestionnaire, le prix, du point de vue du client, représente la valeur exprimée du produit. Pour l'entreprise, le prix, c'est le moyen de recouvrer ses charges et réaliser des bénéfices et un profit. Alors, quelles sont les contraintes qui pèsent sur la fixation du prix? Une entreprise est fortement contrainte par un ensemble de facteurs susceptibles d'influencer sa décision en matière de fixation de prix ou de modification de celui-ci. Donc, la figure ci-après résume ces contraintes. D'abord, nous avons deux variables qui sont au milieu. D'abord, la détermination d'un prix de vente et la modification du prix de vente. Donc, nous avons au niveau de la détermination du prix de vente des contraintes légales, l'analyse des coûts, la modification de la demande, l'analyse de la concurrence. Au niveau de la modification du prix de vente, à droite, nous avons l'action de la concurrence, les modifications des coûts, la modification de la demande. Donc, nous allons voir les objectifs de prix. Donc, toutes les entreprises ont des objectifs de prix à atteindre lorsqu'elles établissent les prix de leurs produits. Donc, objectifs de prix. Donc, des objectifs reliés au profit consistent à réaliser des bénéfices satisfaisants. Également, des objectifs reliés aux ventes qui consistent à augmenter le volume des ventes, à augmenter la part de marché. Des objectifs reliés au maintien de l'équilibre avec la concurrence pour éviter des guerres de prix. Donc, des objectifs qui consistent également à fixer un prix en adéquation avec la qualité et le positionnement. Ensuite, des objectifs reliés à l'image. Donc, un prix élevé renvoie à une bonne image de marque. Également, un prix élevé reflète un positionnement vers le haut. Les stratégies de prix. Le prix étant une variable opérationnelle, l'entreprise peut recourir à différentes stratégies permettant une meilleure réponse aux aléas du marché, ainsi qu'une bonne cohérence avec les autres éléments du mix. Donc, fixer un prix ne veut pas dire que ce prix soit unique ou fixe. Au contraire, l'entreprise peut adopter plusieurs stratégies en matière de prix et chacune obéit à une logique propre. D'abord, nous avons la stratégie d'écrémage. Cette stratégie consiste à fixer un prix initial plus élevé que celui des concurrents. C'est le cas, par exemple, lors du lancement d'un nouveau produit, lorsque l'entreprise cherche à différencier ses produits en mettant l'accent sur la qualité ou justifie ce prix élevé par un positionnement vers le haut. Ensuite, la stratégie de pénétration des marchés. Contrairement à la première, cette stratégie consiste à fixer un prix initial relativement bas de manière à s'assurer une grande part de marché ou un volume de vente satisfaisant. Alors, la stratégie d'alignement ou basée sur la concurrence, cette stratégie consiste à s'aligner sur les produits de la concurrence de manière à maintenir un équilibre avec celle-ci et éviter des guerres des prix destructifs. Ensuite, nous avons la réduction de prix. Il s'agit donc d'une politique de prix flexible qui consiste à offrir le même produit à des consommateurs différents à des prix différents. En fait, lorsque les conditions de vente changent, âge du consommateur, quantité achetée, fidélité des clients, offre spéciale,
à l'occasion du lancement d'un nouveau produit, saisonnalité, le prix. Voilà, donc les conditions de vente changent, alors le prix change également. Donc, les objectifs de prix reliés au profit. Donc, nous avons la réalisation des bénéfices satisfaisants reliés aux ventes. Nous avons également l'objectif qui consiste à augmenter les volumes de vente, augmenter la part de marché reliée au maintien de l'équilibre, avec la concurrence pour éviter des guerres de prix. Objectif de fixer un prix en adéquation avec la qualité et le positionnement. Objectif relié à l'image. Objectif pour un prix élevé qui renvoie à une bonne image de marque. Ensuite, nous avons un objectif pour un prix élevé qui reflète un positionnement vers le haut. Initial peut changer. Alors, ensuite, nous allons voir le prix par zone géographique. Donc, l'entreprise peut modifier le prix en fonction de la situation géographique de l'acheteur. Donc, en incluant le coût de transport, à contrario, elle peut baisser ses prix dans des zones ou régions dont la population a un pouvoir d'achat faible. Donc, la stratégie du yield management. Donc, il s'agit pour certaines entreprises, exemple le transport aérien, d'ajuster rapidement leur prix dans l'espace et dans le temps, soit à la hausse ou à la baisse, de manière à optimiser les ventes ou maximiser les recettes. Donc, exemple, au dernier moment, une compagnie aérienne décide de casser les prix du billet d'avion à quelques heures du départ car plusieurs chaises sont encore vides. Alors, soulignons qu'au cours de la vie d'une entreprise, celle-ci peut basculer vers une stratégie de hausse ou de baisse de prix pour diverses raisons. Donc, nous allons voir le tableau ci-après. Alors, raison de l'utiliser. Nous avons d'abord la hausse du prix. Quelles sont les raisons d'utiliser? Nous avons la hausse des coûts, nous avons une augmentation de la demande, nous avons une meilleure image de marque, un repositionnement du produit vers le haut, donc qui permet un avantage pour l'entreprise, c'est de maximiser la rentabilité. Alors, au niveau de la baisse de prix par l'entreprise, quelles sont les raisons d'utiliser cette méthode? Nous avons la baisse des coûts, la baisse de la demande, la baisse des prix d'un concurrent. Nous avons l'avance d'un concurrent ou son élimination. Nous avons le repositionnement du produit vers le bas. Donc, les avantages pour l'entreprise, il s'agit d'augmenter la part de marché, également augmenter les ventes. Donc, au niveau de la politique de communication, nous avons les objectifs de la communication. La communication est un autre élément clé du marketing mix, dans ce sens qu'elle pousse vers l'achat du produit. Il est donc légitime de s'interroger sur la capacité d'un produit de se vendre en l'absence d'une action de la part de l'entreprise consistant à le faire connaître en le distinguant nettement des autres produits concurrents. C'est là où intervient la communication. Alors, la communication consiste alors à transmettre des messages aux différentes cibles de l'entreprise afin de modifier leur niveau d'information, leur attitude ou leur comportement d'achat. Ensuite, nous avons les objectifs de la communication. On reconnaît à la communication 3 objectifs fondamentaux. D'abord, faire connaître, ensuite, faire aimer, ensuite, faire acheter. Donc, en somme, un produit a besoin d'être connu, apprécié, tout en s'appuyant sur une communication assez persuasive pour pousser à l'achat. Donc, nous avons les moyens de communication. Pour atteindre les 3 objectifs de communication, une entreprise dispose d'une panoplie d'outils de communication. Donc, pour une meilleure intelligibilité, nous distinguons les moyens de communication médias et des moyens de communication hors médias. Dans le cadre d'une action de communication, on peut combiner les uns avec les autres. La communication média, c'est-à-dire la publicité. La publicité est un moyen de communication interpersonnelle qui vise à transmettre via des intermédiaires les médias, les messages à une cible en vue de la pousser à acheter un produit. On distingue principalement les supports médias suivants: la télévision, la radio, la presse, l'affichage ou encore le cinéma. Donc voici les supports avec chaque avantage pour chaque type de support. Donc la communication hors média, à côté de la communication média, donc ce sont
développer d'autres actions qui n'utilisent pas le canal des médias. Donc, c'est la communication hors média. Actuellement, la majorité des communications passent par le hors média car elles touchent plus efficacement le consommateur. Les outils hors média sont tellement nombreux que nous nous contenterons dans ce qui suit des outils les plus utilisés. Donc, nous avons les promotions des ventes, donc les offres de prix, les offres en nature, les offres animées et les démonstrations. Ensuite, nous avons le packaging. Donc, non seulement il sert à protéger et obtenir le produit, mais aussi pour informer et promouvoir. Donc, la publicité directe, les expositions, les relations publiques. Nous avons aussi la vente par catalogue. Nous avons la vente à domicile. Nous avons la publicité sur le lieu de vente. Nous avons Internet et réseaux sociaux. Nous avons les messages, le sponsoring, le mercénat. Nous avons aussi le buzz. Ensuite, nous avons l'élaboration d'un plan de communication. Alors, le plan de communication consiste d'établir étape par étape les éléments qui permettent de réaliser une communication efficace auprès d'une cible. Donc, un plan de communication est composé des éléments suivants. D'abord, définir l'objectif de la communication. Ensuite, identifier là où les cibles. Ensuite, choisir un message ou un contenu informatif. Ensuite, sélectionner des médias adéquats. Ensuite, prévoir un calendrier de lancement. Prévoir le budget. Évaluer les résultats. Donc, comme objectif, l'entreprise identifie clairement son objectif. C'est de faire connaître, faire aimer ou faire acheter, ou les trois à la fois. Alors, la cible de la communication peut être soit une cible finale, ce sont les acheteurs consommateurs d'un produit, stratégie Pearl. Soit une cible intermédiaire, ce sont les distributeurs, la force de vente, les prescripteurs ou les leaders d'opinion, stratégie Push. Donc, enfin, nous avons le message. Il s'agit du thème principal, la communication, de la communication. Donc, il est en relation étroite avec l'objectif, notoriété, image ou action. Il s'agit de décliner l'objectif en un message précis, compréhensible et captif. Plusieurs techniques existent à ce niveau. La technique du copy stratégie peut être évoquée ici à titre d'illustration. Donc, cette technique se base sur des composants suivants. D'abord, la promesse, qui est l'avantage qu'apporte le produit au consommateur. Ensuite, la preuve, la justification technique de la promesse, démonstration, comparaison, témoignage. Ensuite, le bénéfice, le bienfait que fait obtenir le consommateur. Ensuite, nous avons le ton, qui est l'ambiance qui doit être cohérente avec l'image et la promesse du produit. Donc, par exemple, nous avons l'exemple de Contrex. La promesse ici, c'est la minceur. Nous avons ensuite la preuve, qui est l'action sur les toxines, l'apport en Ca et en Mg. Et ensuite, nous avons le bénéfice, une aide au régime. Nous avons également le ton, qui est la complicité. Contrex, mon partenaire minceur. Donc ici, nous avons également l'exemple du gerblé. La promesse, nous avons un aliment sain. Et la preuve, nous avons un expert de la diététique plus la composition détaillée du produit. Le bénéfice, le consommateur mange sain et il le sait. Alors le ton de l'expert, le ton du conseiller. Ensuite, nous avons le choix du média. Donc à ce stade, il ne s'agit pas de chercher l'outil le plus adéquat, mais le meilleur mix communication. Donc la télévision, les réseaux sociaux, la radio, l'affichage, le sponsoring. Alors tous les moyens de communication sont envisageables. Toutefois, il s'agit de sélectionner les canaux les plus adéquats, compte tenu de l'objectif, la cible, le message ou encore les moyens financiers disponibles. Alors nous avons le calendrier et timing. Ici, il s'agit de choisir le bon timing, la période adéquate ou encore la bonne saison pour lancer la campagne de communication. Sachant que le message publicitaire est lent pour pénétrer l'esprit du consommateur, la cadence de communication est pluriannuelle, c'est-à-dire qu'il se fait sur plusieurs fois dans l'année.
Donc, compte tenu de la nature du produit, de la cible, des aléas du marché, une entreprise peut programmer des campagnes régulières de communication durant toute l'année ou au contraire des campagnes massives, mais durant des périodes ponctuelles dans l'année. Enfin, nous avons le budget. Il s'agit d'évaluer avec précision les ressources logistiques, humaines et financières nécessaires en relation avec les outils de communication sélectionnés. Le contrôle des résultats, il s'agit de dresser le bilan du plan de communication compte tenu des objectifs fixés au départ. La communication a-t-elle atteint tous ses objectifs? Sinon, partiellement. Alors, comment expliquer les éventuels écarts? Enfin, nous avons la politique de distribution en quatrième partie. D'abord, les objectifs visés. Alors, la dernière composante du marketing mix est la distribution. Elle consiste à rendre accessible le produit pour le consommateur. Il s'agit de répondre à la question où trouver le produit. Donc, pour l'entreprise, il s'agit de répondre à la question où placer nos produits. Alors, ici, nous allons voir les objectifs visés. En gros, la politique de distribution regroupe l'ensemble des actions visant à constituer et à entretenir un réseau de distribution. Son objectif est triple. D'abord, couvrir le marché, ensuite rentabiliser l'entreprise et enfin faire connaître ou améliorer l'image. Donc ensuite, nous passons au niveau des canaux de distribution. Donc les canaux de distribution sont constitués de l'ensemble des acteurs intermédiaires qui font passer le produit de l'entreprise au consommateur final. On distingue deux grands canaux. Le canal direct, l'entreprise passe par un ou plusieurs intermédiaires pour toucher le consommateur final, les différents canaux ou de distribution. Ensuite, nous avons le canal indirect, nous avons le canal direct, qui comporte seulement deux niveaux car il est caractérisé par l'absence d'intermédiaire entre l'entreprise et le consommateur. Nous avons ensuite le canal court. L'entreprise passe par des détaillants pour atteindre le consommateur final. C'est un canal utilisé pour les biens durables tels que les meubles, les appareils électroménagers, les vêtements. Ensuite, nous avons le canal long. L'entreprise passe par des grossistes pour atteindre les détaillants qui vendent le produit directement au consommateur. C'est la forme du canal qui est utilisée pour les biens de consommation courante. Enfin, nous avons le canal ultra long. L'entreprise passe par des agents pour atteindre les grossistes qui distribuent à leur tour les produits de l'entreprise aux détaillants. Donc, nous avons l'organigramme ou le schéma pour les canaux directs et les canaux indirects. Donc, nous avons les différents types de canaux ou de distribution. Donc, le canal direct, nous avons du producteur directement vers le consommateur tout à fait en haut. Et au deuxième niveau, nous avons les canaux indirects. D'abord le canal court, le canal long, le canal ultra long. Pour le canal court, nous avons du producteur vers le détaillant et du détaillant vers le consommateur. Pour le canal long, nous avons du producteur vers le grossiste et du grossiste vers le détaillant et du détaillant vers le consommateur. Enfin, nous avons le canal ultra long, du producteur vers l'argent et de l'argent vers le grossiste, du grossiste vers le détaillant et du détaillant vers le consommateur. Donc, ici, nous avons les options de la distribution. Alors, la distribution peut être soit intensive, soit sélective, soit exclusive. Alors, le choix d'un canal de distribution ou le nombre d'intermédiaires que l'on nomme l'intensité de la distribution, alors, dépend de la nature du produit distribué. Donc, soit un produit banal ou un produit anormal. Alors, nous avons ainsi que la durée de couverture de marché souhaitée par l'entreprise ou encore les attentes des clients. On distingue 4 degrés de distribution. Donc, nous avons d'abord l'autodistribution. L'entreprise met en place un réseau constitué en totalité ou en grande partie des points de vente qui lui appartiennent en propre. Donc, ces points de vente peuvent être des succursales, des boutiques industrielles, des dépôts ventes, des magasins d'usine, des entrepôts.
Ensuite, nous avons la distribution intensive. Dans ce cas, l'entreprise distribue ses produits dans le maximum de points de vente et ainsi assure une couverture maximale du marché. Le produit est ainsi facilement accessible par le client. Hypermarché, supermarché, supérette, épicerie, café, restaurant, station-service. Donc cette politique est très adaptée aux produits de grande consommation. Donc dans la distribution sélective, dans ce cas, les produits sont distribués dans les points de vente sélectionnés en vertu de certains critères exigés par l'entreprise et où les détaillants sont prêts à leur accorder une attention spéciale, sachant qu'habituellement, 80% des ventes proviennent de 20% des points de vente. L'entreprise ne sélectionne que les meilleurs distributeurs alors pour espérer une meilleure rentabilité. Ensuite, nous avons la distribution exclusive. Dans ce cas, la distribution est exclusivement limitée par un seul point de vente par zone géographique. Les fabricants peuvent contrôler aisément les pratiques des intermédiaires en matière de prix, de qualité, de promotion ou encore ambiance générale du point de vente. Exemple de distribution exclusive, nous avons la concession ou bien la franchise. Alors, la concession, c'est un contrat d'une certaine durée par lequel une entreprise appelée concédant s'engage à approvisionner de manière régulière et parfois exclusive avec une assistance technique et logistique une autre entreprise appelée concessionnaire. Ensuite, la franchise, liant franchiseur et franchisé. Le franchiseur fournit les approvisionnements, la marque réalise les actions commerciales, publicité et promotion et procure une assistance à ses franchisés en échange d'une redevance proportionnelle aux ventes réalisées. Le franchisé apporte les locaux, les structures et le capital. Alors, nous avons enfin, pour finir cette série, nous avons le schéma synthétique de la démarche marketing. D'abord, premièrement, nous avons le marché qui est composé des clients, des concurrents et ses substituts et autres forces du marché. Nous avons les fournisseurs, distributeurs, agents d'influence. Donc, le marché permet d'avoir une connaissance du marché. Voilà le deuxième point. La connaissance du marché contient une collecte d'informations, les sources d'informations, l'étude de marché quantitative ou qualitative, étude du comportement du consommateur. Donc la connaissance du marché permet d'avoir soit les choix stratégiques, qui permet également d'avoir les choix opérationnels. Donc d'abord les choix stratégiques, nous avons le diagnostic stratégique, nous avons les choix des produits, nous avons la segmentation, nous avons le ciblage, nous avons le positionnement, donc SCP. Donc ensuite, nous avons le choix opérationnel. D'abord les produits, donc le choix du produit, d'abord la gamme, la marque, la qualité, le packaging. Nous avons aussi le prix, les contraintes, nous avons le choix du prix, nous avons les contraintes de détermination. D'abord, nous avons également les objectifs de rentabilité, le volume, part de marché, d'image. Ensuite, nous avons les stratégies des points, nous avons la pénétration, alignement, nous avons l'écrémage, nous avons également la stratégie par zone. Ensuite, le choix de communication. Nous avons les objectifs, d'abord la notoriété, ou soit l'image ou la vente. Nous avons les moyens de communication, d'abord communication média et hors média. Enfin, nous avons le plan de communication, d'abord les objectifs, les cibles, le message, le support, le budget. Enfin, le choix de distribution, d'abord le choix d'un canal qui soit est direct ou court ou long ou ultra long. Nous avons soit les options de la distribution intensive, sélective ou exclusive. Donc, je vous invite à revoir cette partie pour pouvoir bien appréhender le cours de marketing. Donc, nous nous adressons et nous tendons vers la fin de cette vidéo et qui clôture également cette série. Donc, je vous invite à revenir revoir cette vidéo passée afin de vous imprégner du cours de marketing. Donc, ici, veuillez vous abonner. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et également, je vous partagerai les liens des autres vidéos dans la description. Aussi, je vous mettrai le lien pour pouvoir télécharger gratuitement cette série de leçons. D'abord, cette présentation pour
toutes ces leçons. Donc, vous aurez tout cela dans la description. Donc, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin.